Et donc, c'est le moment de faire le fameux Focus Pulps, Corentin, dans ce podcast, dans cette petite pastille que l'on découpe généralement pour les mettre en ligne séparément également de nos front pages. Nous revenons sur, en général, 3 comics VO à venir d'ici les 2 prochains mois qui sont actuellement en précommande à prix de lancement sur pulps.fr, qui est notre partenaire sur cette chronique spéciale. Le but, c'est simplement de vous inviter à aller lire des comics en VO et souvent des titres indés en plus qui n'ont pas forcément pignon sur rue, comme le nouveau Wolverine de Hickman ou le nouveau Absolute Batman de Scott Snyder. Nous, on essaye aussi, en collaboration avec Pulps, de vous aiguiller vers des titres plus confidentiels en indé, mais parfois aussi plus confidentiels du côté des Big Two. Et on commence du côté de DC qui sort plusieurs projets intéressants en ce moment, et c'est notamment une équipe assez particulière qui va revenir en mini-série. Ça s'appelle les Challengers of the Unknown, et si c'est dans le Focus Pulse, c'est parce que notamment l'équipe créative est plutôt sympa, parce qu'on retrouve Christopher Cantwell à l'écriture. Corentin. Oui, alors les Challengers of the Unknown, qui sont un peu considérés comme le brouillon des 4 Fantastiques, puisque c'est un peu le même concept, c'est une équipe de 4 personnages qui voyagent à travers à la fois les dimensions et même l'espace concret, qui vivent des aventures fantastiques, surréalistes, psychédéliques, comme on aimait bien justement à l'époque du Kirby de cette période-là. Donc c'est 57, les Challengers of the Unknown, dans la série Showcase, si je dis pas de bêtises. Donc 4 ans avant les Fantastic Four. C'est ça, et après du coup ça conduit Kirby un peu à brosser son style et ensuite à aller travailler sur les FF. C'est considéré un peu comme les grands-parents de la science-fiction version DC Comics et même version Marvel. On leur rend souvent hommage, même dans le film d'ailleurs Teen Titans Go to the Movie. Rappelez-vous, oui. Challengers of the Unknown. Et là, c'est repris par Cantwell, qui, on sait, est capable de prendre justement ces concepts un peu abstraits, un peu fous, pour en faire des trucs vraiment très très puissants. À ceci près que cette fois-ci, c'est pas une série auteur comme il le fait avec Plastic Man, puisque cette version de Challengers sera en canon. Elle intervient dans l'univers des All-In. Ouais. Et il y a du coup Batman, Superman et Wonder Woman qui vont se greffer aux Challengers pour partir explorer d'autres dimensions avec eux, donc qui ont des costumes façon Challengers en violet et tout. C'est assez intéressant parce qu'effectivement Cantwell est pas si présent que ça sur les séries, en tout cas chez DC, sur les séries canoniques, on va dire. Il avait fait Iron Man chez Marvel et Namor, mais qui était plutôt justement une série d'auteurs. C'est plus un habitué des formats prestige ou Black Labelien, on va dire, que là, du coup, il vient directement se greffer à la continuité qui est en cours de gestation avec l'univers All-In. Faut voir ce que ça peut donner. Je pense quand même qu'il aura un espace de respiration, une zone de liberté. Mais c'est aussi un mec qui vraiment est en train de percer. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'il a fait des gros produits en indépendant et que là, il commence vraiment à attirer l'attention des maisons de super-héros. C'est peut-être l'occasion, après, comme Ramvé, de le mettre sur des plus grosses séries chez DC. Je le verrais bien, moi, par exemple, faire du Batman au hasard. Voilà, quand on aura enfin envie d'avoir un vrai bon scénariste sur la série Batman. Et là, le concept, pareil, comme je le disais dans une version alternative de cette émission, est plein de possibilités extraordinaires. Et pour un mec qui a une telle imagination, qui a de tels trucs à raconter, ça peut vraiment être l'occasion de s'amuser. Puis travailler sur Kirby, enfin sur les personnages de Kirby, pour un scénariste talentueux en plus, c'est toujours une bonne façon en fait de faire un passage de relais entre justement les grands d'hier, les grands d'aujourd'hui. Les visuels, bon, il faut apprécier, on va dire. Moi, j'aime bien le redesign qu'a fait c'est Dan Morin, comme toujours, qui s'occupe de faire du Cara design. En fait, c'est quand même, c'est un peu le chef costumier de DC Comics. Oui, comme fait, Djordjevic à une époque chez Marvel, ouais, tout à fait. Donc, à voir. Moi, de toute façon, tout ce que fait Cantwell m'intéresse. On rappelle que Plastic Man No More aussi est publié à côté et que c'est hyper bien. On l'avait mis d'ailleurs dans un Focus Pulps. Voilà. Donc on est cohérent dans nos idées. On est complètement Cantwell Zouz sur ce côté-là. Ce sera dessiné par Sean Isaacs, qui avait fait notamment du Green Arrow période-là justement, Dawn-Off. Sympathique. Mainstream sympa. Ce sera du mainstream sympathique. Et donc voilà. Donc ça sera du côté de DC Comics dans le Focus Pulps. On le rappelle à chaque fois, les liens sont dans la description. Un autre projet qui arrive alors qui a pas été annoncé forcément très récemment et qui a eu un petit peu de retard, c'est un projet qui s'appelle Dust to Dust du grand J.J. Jones, Corentin. Oui, alors J.J. Jones, donc c'est un artiste que vous connaissez si vous avez lu le Wanted de Mark Millar notamment. Voilà, c'est lui qui a dessiné Eminem, qui tire des bastos arrondis. C'est aussi lui qui a écrit, qui a conçu le projet et qui après a été chercher Mark Waid, Strange Fruit, qui raconte un petit peu ce qu'aurait pu donner, ce qu'aurait pu donner le film Superman de Ta-Nehisi Coates s'il avait été
enfin s'il se fera un jour, on sait pas d'ailleurs ceci étant, mais voilà, c'est l'histoire grosso modo d'un Superman qui est un noir américain qui apparaît en fait à l'époque où le racisme est vraiment légal aux États-Unis et ça offre une perspective un petit peu sur ce genre de concept. Artiste peintre, très talentueux, très rare aussi parce qu'il fait très peu l'intérieur et qui effectivement s'était donné pour objectif de concevoir un projet qui se passe pendant la période de la Dust Bowl. Donc qu'est-ce que c'est que la Dust Bowl? Ça porte différents noms hein, évidemment. C'est une période en fait où les États-Unis, alors c'est je crois après la Grande Dépression, avant la Seconde Guerre mondiale, où les cultivateurs américains avaient commencé à s'étendre. Voilà, ils plantaient beaucoup, ils plantaient du maïs, ils plantaient différents fruits et légumes, et ils ont fini en fait par aller dans les endroits en fait où le sol était très meuble et pas du tout comment dirais-je assez solide pour tenir des exploitations agricoles conséquentes. Et donc en fait ils ont bousillé le sol, ils ont détruit un peu la terre et les charpentes cultivables. Et à un moment donné, le vent, qui était très fort dans ces régions-là du sud des États-Unis, a commencé à soulever la terre, à soulever le sol, et à provoquer en fait d'énormes tempêtes de poussière, énormes. On parle de trucs qui ont vraiment ravagé des villes entières. Et il y a eu une grande migration en fait des populations qui ont dû fuir en fait ces ouragans climatiques pour aller ensuite se réfugier dans les villes et revenir et reconstruire ce qu'ils avaient laissé derrière eux. C'est un grand traumatisme de l'histoire américaine, c'est un truc qui a été couvert au cinéma et qui fait partie un petit peu justement des premières catastrophes météorologiques conséquentes provoquées par l'homme, puisque c'est vraiment à cause de l'activité humaine qu'il y a eu ces mouvements de population-là. Et c'est effectivement un sujet qui est assez riche pour mériter d'être étudié en fiction. Donc là, on va suivre justement le destin d'une petite poignée de personnages qui va se retrouver confrontés à ce désastre. Ça peut être très joli et très bien fait entre les mains de J.J. Jones qui prend une patine en plus vraiment très rétro avec des couleurs un peu sépia et tout. Et comme justement il l'a fait avec Strange Fruit, c'est l'occasion de mettre un peu de fiction dans l'histoire réelle des États-Unis. En l'occurrence, il y aura pas de Superman, il y aura pas de monstre géant comme dans La Brume. Mais ouais, pour le coup, très bon concept, très bon artiste. Projet qui est arrivé un peu en retard parce qu'il a été lancé il y a quand même un petit moment. Ouais, qui devait à la base sortir pour le printemps 2024 et en fait, c'était un petit peu repoussé. Bon, finalement, voilà, on est aux portes. Tout vient à point à qui c'est à attendre, mais c'est vrai que quand tu avais fait l'article sur Comics Blog, les planches qui étaient présentées déjà étaient magnifiques, quoi. C'est ça. Et un petit peu comme The Good Asian, c'est l'occasion aussi de parler de faits qui sont moins connus en Europe. C'est vrai que pour The Good Asian, j'avais pu vous expliquer un petit peu le principe du Chinese ban, qui était le moment où les États-Unis avaient fermé les frontières aux populations chinoises, ou comme le bouquin de George Takei sur l'ordre 90-66. En bref, il y a des trucs comme ça qui sont assez intéressants. Les comics d'histoire, quand ils sont bien faits, on n'est pas contre. Et là, c'est l'occasion de revoir un peu un mec qui vraiment fait très peu de planches intérieures depuis 20 ans. Ouais. Donc ça aussi, ce sera à retrouver chez pulps.fr dans la section. Alors vous allez sur la page d'accueil de façon générale pour retrouver les comics du Focus Pulps. C'est très simple. En fait, vous allez sur la page d'accueil. Alors déjà, en fait, la façon la plus simple, c'est simplement que dans la description de notre podcast, vous avez un lien qui vous renvoie directement sur la page du comics en l'occurrence. Mais sinon, quand vous allez sur pulps.fr, il y a marqué toujours nouveau comics VO sur la page d'accueil. Il y a marqué, vous regardez voir les précommandes qui vous dirigent en fait vers tout ce qui est du catalogue previews, et ensuite vous allez sur sélection du mois, et dans cette sélection du mois, vous verrez du coup vous verrez la lumière. Vous verrez la lumière. Et du coup, pour le dernier titre, Corentin, c'est une série qui s'appelle In Bloom. Putain merde, je bosse. Oui, quoi, tu bosses? Parce que c'est moi qui fais les 3 trucs du coup. Bah oui, forcément. Non, parce que d'abord tu vas nous faire un petit point, Arnaud, sur le microbiote, s'il te plaît. Tout à fait. Parce que c'est important pour comprendre de quoi cette histoire s'agit. Et éventuellement, petit trigger warning si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre fongique ou du fonctionnement de votre propre corps. Je sais que j'ai déjà eu ces discussions avec plusieurs amis en leur expliquant justement le fonctionnement de la microbiotique. Et j'ai des amis qui ont dégueulé. Voilà. Vraiment? Oui, vraiment. J'ai des amis qui sont hypocondriaques qui ont entendu ça, ont dégueulé. Parce que c'est un truc qui est en fait, qui commence à être connu aujourd'hui.
mais que beaucoup de gens en fait ignorent. Et oui, en fait, ce qui est surprenant, c'est que tu dis que ça commence à être connu aujourd'hui, parce que pour moi, les articles sur le microbiote, en fait, déjà quand je faisais ma thèse et même quand j'étais en licence, en fait, on en entendait déjà parler. Oui, mais il y avait quand même t'étais dans la sphère justement. Non, mais il y avait ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà des articles de médias généralistes en fait là-dessus, le côté le microbiote, notre deuxième cerveau et tout ça. Pour moi, ça fait déjà plus de 10 ans en fait que ça a apparu dans les sphères médiatiques généralistes. C'est pour ça que ça me fait toujours bizarre en fait de me dire ça se découvre encore. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai commencé à appréhender à la fin de ma vingtaine, et parce que ma frangine, du coup, raconte ma vie, a fait des études de biologie au Canada et aussi géologue et compagnie, m'a envoyé beaucoup d'articles pour m'expliquer justement que l'asthme pourrait avoir un lien avec ça, etc. Et c'est vraiment en fait des machins qui sont en constante recherche, à tel point qu'on découvre encore de nouveaux bidules par rapport à ça, et qui pourraient provoquer des bonds dans la médecine, dans la psychologie, dans notre rapport au traitement des maladies, etc. Bref, peu importe, vas-y Arnaud, parce que le point pulp va rester un peu court quand même. Explique-nous rapidement. Le microbiote, c'est simplement le fait que alors c'est pas à la base, ça désigne surtout en fait l'ensemble des populations microbiennes qui vivent dans nos intestins. Il faut savoir que le processus de digestion, en fait, donc de réduction en fait de toute la matière organique que vous ingurgitez pour la découper en tout ce qui est sucre en fait, qui vont permettre d'alimenter vos cellules dans l'énergie nécessaire pour qu'elles accomplissent tous les besoins en fait pour que votre corps fonctionne. Cette décomposition, elle est réalisée en fait par des bactéries et aussi des champignons, mais en tout cas par des micro-organismes qui peuplent votre flore intestinale. Et ça, en fait, c'est crucial, et il faut savoir qu'en fonction alors, le truc, c'est qu'on a découvert, effectivement, au fil des années, qu'en fait, la flore intestinale des personnes, enfin, celles de Corentin et de moi-même ne sont pas les mêmes. En fait, ça dépend beaucoup, notamment de votre alimentation. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de viande par rapport à si vous êtes végétarien, on n'aura pas les mêmes types de micro-organismes là-dedans. Et ce qu'on a aussi découvert, en fait, c'est que ça peut même influer, a priori, sur les humeurs. C'est-à-dire qu'une personne dépressive, par exemple, n'aura pas la même flore intestinale aussi qu'une personne qui ne l'est pas. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui se jouent à de multiples échelles là-dessus, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries peuplent en fait l'ensemble de nos muqueuses et de notre corps. C'est-à-dire qu'on en a sur la peau. Vous avez plein de bactéries qui vivent sur votre peau, mais sans que ça ne vous fasse rien, tant que vous êtes en bonne santé en tout cas, qui sont dans vos narines, en fait, dans les muqueuses. Dans toutes les muqueuses. Dans toutes les muqueuses, dans votre bouche. Votre bouche, c'est un nid infernal à bactéries, mais vous n'êtes pas infecté, parce qu'en fait, on produit dans notre salive des enzymes justement qui permettent de s'attaquer, notamment surtout à des champignons, à ce genre de choses-là. Mais voilà, vous en avez vraiment partout. Dans vos organes génitaux aussi. Dans vos organes génitaux également. Donc notamment pour la flore vaginale. En l'occurrence, nous, c'est un peu plus. Je crois que les mecs, on en aura surtout sur le prépuce, en gros. Mais en tout cas, si t'as des bactéries intra-urètre, en fait, là, c'est là que t'as une infection, donc en général, c'est pas bon signe. Donc c'est pour ça que ça reste en surface, notamment. Mais en fait, c'est plein de surfaces extérieures, parce qu'en fait, faut savoir que techniquement, notre tube digestif ne fait pas partie de notre surface interne. En fait, si parce qu'en fait, de la bouche à l'anus, en fait, ça fait un tube, mais tout ce qui est à l'intérieur, en fait, est extérieur au corps humain en tant que tel. C'est ça. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. C'est parce que, en gros, c'est une surface d'échange. Notre tube, notre système digestif, c'est juste une énorme chaîne de décomposition des aliments, et ensuite une surface d'échange entre tout ce ramassis de déchets. Et en fait, ce qui est bon pour nous est intégré dans les cellules par des échanges entre les surfaces avec les cellules intestinales, et le reste, tout ce qui n'est pas consommé, ça devient vos excréments. Voilà, et c'est pour ça que en fait les chercheurs s'aperçoivent que la majeure partie en fait de ce qui constitue le corps humain n'est pas en fait d'origine humaine. L'ADN humain en fait constitue pas la majorité de notre corps. C'est ça, généralement, c'est un peu peur aux gens. C'est ça, en fait, c'est un concept un peu particulier, mais c'est vrai que l'idée, c'est que quand tu prends une personne en tant que telle, si tu décomposais cette personne, en fait, en nombre de cellules, tu t'aperçois, en fait, que à cause du microbiote et de toutes les bactéries qui vivent, en fait, sur ta peau et partout, un petit peu partout, en fait, un corps humain en tant que tel est constitué en fait de 10 fois plus de cellules bactériennes, de cellules de micro-organismes, que de cellules proprement humaines. C'est ça. Mais aussi, il faut savoir. Nous sommes tous des symbiotes. C'est ça. Finalement. Mais parce que, faut aussi savoir que, en termes d'échelle de taille, une cellule humaine, c'est aussi 10 fois plus grand qu'une cellule bactérienne. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un peu la base, le point de départ de cette série In Bloom. Voilà. Parce qu'effectivement, donc, Michael W. Conrad, qu'on avait vu sur la série Bad Girls, quand il a appris ça, comme beaucoup de gens, il a un peu flippé, en mode genre, mais du coup, qui suis-je de quoi suis-je composé? Parce que, a priori, les fonctions vitales de mon organisme sont assurées par des corps étrangers que je ne connais pas. Il s'est dit, en fait, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque si on vit en symbiose avec ces créatures, qu'est-ce qui devait arriver si elles devaient muter?
si elle devait en fait prendre une sorte d'indépendance. C'est d'ailleurs un peu un des principes fondateurs de la série télé The Last of Us qui insiste plus là-dessus que dans le jeu, sur l'idée justement que les champignons en fait pourraient se répandre dans le corps humain et prendre le contrôle, etc. Alors c'est un peu plus particulier parce que c'est vraiment c'est le cordyceps, c'est juste une espèce parasite qui existe réellement et qui en fait normalement le cordyceps s'attaque à des insectes et là l'idée c'est si le cordyceps mutait pour s'attaquer à des êtres humains. Vous voyez le débat au début de l'épisode, l'intro qui se passe sur un débat de télé là qui explique un petit peu ce truc-là, c'est basé sur des faits réels. Notre corps peut accueillir des fongiques éventuellement, donc des champignons qui vivent avec vous tous les jours là. Et effectivement, ça l'a fait flipper. Et il a commencé à se poser la question en fait de qu'est-ce qui constitue vraiment l'essence même de l'être humain. Et donc il a accentué ce point de vue en se disant voilà, mettons que demain justement les parasites, enfin les symbiotes prennent le contrôle de notre corps ou commencent à engendrer des mutations qui ne seraient pas proportionnelles à ce qu'on vit nous actuellement. Et donc il a été contacté John Jefferson, qui est donc l'artiste de la super série Mindset, merci, avec Zach Kaplan. Et qui était aussi le coloriste de Alan Darkas sur Blue and Green. Donc il y a un mec qui a un style très particulier, très psychédélique, on va dire, très surréaliste, très fou, très à propos en fait. Ouais, voilà, pour faire une série justement où en fait il s'est passé un grand événement, la floraison, et en fait nos parasites, nos sympathiques petits occupants. C'est pas des parasites hein, du coup. Oui, non, c'est pas des parasites, mais nos sympathiques, notre flore intestinale. Petits occupants en fait, voilà, commencent en fait à muter, à prendre plus d'importance, à gagner en taille. Et donc ça produit des trucs assez dégueulasses où tu commences à voir justement des êtres humains qui vont avoir des membres qui vont leur pousser en plus, ou alors des champignons qui poussent dans leur bouche. Ce qui du coup n'a aucun sens parce que le membre en fait est fait de cellules humaines et pas de cellules bactériennes, mais bon. Les bactéries qui sont sur notre peau qui commencent à grossir aussi, etc., etc. Ça par contre ouais, et que ça fasse des gros bubons, des trucs des ouais. J'avais prévenu avec le trigger warning, voilà. Et d'ailleurs si vous allez voir les planches, heureusement ça reste relativement suggéré, hein, il a pas vraiment fait des loops. C'est pas genre des comics comme Declan Shalvey qui dessinait des champignons dans Moon Knight, tu vois. C'est plus Cronenbergien. C'est du vrai body horror pour le coup, au sens réel puisque c'est notre corps à nous. Et en fait, la société ne s'est pas effondrée. En fait, le monde a continué à vivre avec ça. Il s'est dit bah écoute, effectivement, on peut pas vivre sans les symbiotes, sans la microbiote. Donc il faut continuer à exister avec eux, même s'ils ont changé eux, parce qu'on peut pas les sortir de notre corps. Et donc bah le monde s'est adapté à ça. Et donc, ça devient une société futuriste, un peu post-cyberpunkienne, dans lequel, en fait, on réalise que il y a une série de crimes qui seraient liés justement à la floraison. Et on sait pas pourquoi, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Et une détective va être mise sur la piste du criminel. Et donc, après, à partir de là, on imagine un polar un peu métaphysique où on va justement revenir sur qui nous sommes, effectivement, qu'est-ce qu'on a encore à découvrir sur le fonctionnement, justement, et de l'ADN humain et de l'ADN étranger. Et donc, bah, de quoi, effectivement, va être fait notre futur une fois qu'on aura fait les recherches qui permettront de comprendre et d'appréhender toutes les possibilités de la microbiotique. Voilà. Je pense que ça résume à peu près le projet. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Ça va être génial. Si vous êtes hypochondriaque, justement, c'est probablement pas pour vous, à vous que ça s'adresse. Parce qu'il y a des vrais débats actuellement, justement, j'ai lu un article de la BBC là-dessus, qui disait qu'en fait, on s'est trompé par rapport à l'ARN messager. Parce qu'en fait, l'ARN messager va plutôt nous parler, justement, de comment est-ce qu'on peut identifier les maladies et tout. Et qu'en fait, si on va directement parler au microbiote, on peut commencer à envisager d'autres façons de traiter le cancer de l'estomac, le cancer de l'intestin et tout. Enfin, le cancer du côlon particulièrement. Et que c'est vraiment un truc qui va devenir méga important dans le 21e siècle pour comprendre vraiment, en fait, tout ce qu'on a ignoré jusqu'ici sur le fonctionnement même, en fait, de notre organisme. Et que ça pourrait, comme tu l'as dit, par rapport au traitement des humeurs, être un truc, en fait, peut-être qu'on s'était gouré avec la psychologie depuis le début, en croyant qu'en fait, on pouvait traiter les dépressions. Mais rappelez-vous, quand vous étiez ado et que vous voyez les pubs, les antibiotiques, c'est pas automatique. Parce que pareil, avec le traitement des antibiotiques, on s'est aperçu qu'on avait bousillé une partie des fonctions, en fait, de notre flore intestinale, en voulant traiter ce problème-là comme un truc qui était juste une maladie et pas juste un dysfonctionnement du microbiote. Donc là, voilà, c'est des trucs qui seront intéressants à voir pour le futur. On est complètement en dehors du truc de comics, là. Mais Arnaud pourrait faire des papiers là-dessus, ceci étant. Si ça t'intéresse d'en parler quand la série sortira. J'avais fait à l'époque, quand j'étais dans mon master de journaliste, j'avais fait des papiers pour mettre en avant la science, notamment dans les comics Batman de Scott Snyder, où j'avais fait un papier notamment là, pour cette BD-là, c'est peut-être l'occasion de... Oui, effectivement, mais après, bon, faudra que je révise un petit peu, parce que ça fait 8 ans que j'ai soutenu, donc... Tu vois, moi, je suis bien des cours d'histoire quand on parle de comics historiques, donc... Ouais, ça fait, du coup, avec le master d'après, ça fait 7 ans que j'ai pas touché vraiment, dans le dur de la science, mais juste par rapport à ce que tu dis, enfin, pas juste un truc sur lequel je voulais rebondir, mais le fait que
sur le pur plan de recherche, en fait, on utilise déjà le microbiote pour soigner des gens, notamment avec un truc qui a l'air un peu dégueu quand on le dit comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on appelle une transplantation fécale, c'est-à-dire que pour des personnes qui ont des maladies du système digestif, et notamment parce qu'en fait ils ont une flore intestinale qui est complètement flinguée en fait et qui est problématique, qui a pas les bonnes entre guillemets les bonnes bactéries, en fait tu vas aller prélever la flore intestinale de quelqu'un d'autre, d'une personne en bonne santé, tu vas aller simplement lui injecter dedans en fait, donc c'est vrai que le terme transplantation fécale ça fait un peu genre ouais on va te prendre un peu crado, ouais. ça fait un peu genre on va te prendre ton caca, on va te le mettre dans le tube digestif, mais en fait ce qui est surtout important c'est la flore, en fait c'est simplement de remplacer ta flore intestinale par celle d'une autre qui est constituée de bactéries en fait qui vont avoir un impact en fait sur et c'est pour ça qu'il faut surveiller son alimentation, son rythme de vie et tout ça, parce qu'en fait tout ce que vous faites, tout ce que vous faites vous agressez vos occupants. Ouais, et pour les antibiotiques aussi, c'est simplement qu'en fait on a utilisé des antibiotiques, parfois ce qu'on appelle des antibiotiques à spectre large en fait, qui vont du coup aller taper toutes les bactéries en fait, enfin le plus grand nombre de bactéries possible. Et le problème c'est que quand on prend, d'ailleurs parfois si vous êtes malade et que vous avez des antibiotiques, parfois ça vous donne la chiasse ou ce genre de choses là. C'est parce qu'en fait simplement ça déglingue en fait des bactéries qui sont là, qui ne vous valent aucun mal, mais parce que la molécule que vous utilisez, elle est ultra puissante et du coup elle va dégommer un petit peu tout le monde. Et en plus ça, les antibiotiques, si c'est pas automatique, c'est surtout parce que le vrai problème là-dessus, et on finira là-dessus parce qu'en plus il est bizarre ce focus. Ouais, j'avoue, parce qu'en plus là t'as Arnaud de Post qui nous dit mais mais c'est pas pour ça que j'ai voulu un partenariat, vous êtes non mais la série du coup n'est encore plus intéressante. Oui non mais elle est intéressante, mais parce que ce que je dis c'est que en fait à force de multiplier les bactéries c'est les championnes de l'évolution, donc en fait quand tu leur mets un stress d'évolutif, elles sont capables de s'adapter. Il y a même des études qui ont réussi à montrer, en partant d'une souche d'Escherichia coli, ils ont fait une culture en temps réel avec différents antibiotiques et ils arrivaient à suivre en temps réel en fait l'apparition de mutations qui leur permettaient de résister, et ils ont réussi à déterminer en fait les capacités d'évolution de là-dessus. Ce que je veux dire c'est que en fait il y a des souches maintenant qui sont multirésistantes aux antibiotiques qui existent et qui sont super dangereux, c'est-à-dire qu'on peut plus les traiter parce qu'en plus les gènes de résistance souvent sont portés sur des éléments qui sont mobiles et qui peuvent s'échanger d'une bactérie à une autre. Donc en fait c'est toute une mécanique d'adaptation aux contraintes environnementales qui sont absolument géniales à étudier. Voilà, donc on sort complètement du sujet, mais InBloom pour le coup, quand le projet est arrivé et que j'ai vu après ce dont ça parlait, j'ai fait ok, c'est complètement pour moi. Voilà. Tout à fait.